Bon, Anne-Laure me tend la perche de la conclusion, c'est écrit d'ailleurs, donc faut croire l'écrit, il y aura une conclusion. Ma voisine, à ce moment-là, m'a dit « bon courage ». Bon, oui, évidemment, bon courage. Moi, j'ai du courage parce que, au fond, à écouter en particulier la dernière table ronde, dont nous savions déjà en organisant cette journée que ça allait être, comme on dit prétentieusement, un acmé. On sentait bien que là, il y a des choses fondamentales qui allaient sortir de tous les côtés. Pas de deux côtés, hein, mais de plusieurs côtés. On le savait bien, mais je trouve que c'est déjà une forme de conclusion, le type d'échange qu'on a entendu, parce qu'on voit très bien où se situent les positions des uns et des autres, et en même temps, comment c'est assez utile de s'écouter. Alors, s'écouter, ça ne veut pas dire négocier, mais le CPE, s'il a une fonction, c'est justement d'organiser des événements comme celui-là, et par ailleurs, ça c'est fondamental, de continuer les concertations, ça c'est quand même un mot essentiel pour nous. Après, d'autres, à d'autres moments, peuvent décider que ça suffit. D'ailleurs, même le CPE, à certains moments, a décidé que ça suffisait. Mais des concertations permettant de, premièrement, maintenir le contact, deuxièmement, prévoir un certain nombre de décisions. Et je reviendrai dans un instant sur ce qui me paraît quand même être, depuis ce matin, renforcé par cet après-midi, l'axe principal, compte tenu, je trouvais très intéressante l'intervention de Géraldine Schwartz, et du fait qu'on a voulu ouvrir, justement par sa présence, la dimension internationale, comparative, pas simplement internationale, mais comparative, parce qu'une partie de notre discussion est proprement française, et c'est normal. Je pense que ce matin, nous étions par nécessité plutôt dans la dimension française, parce qu'on partait d'initiatives des pouvoirs publics français, hein, entre autres, qui parfois répondaient d'ailleurs à des situations tendues depuis longtemps, et dont on trouverait l'équivalent à l'étranger. Mais la réforme des retraites, c'est une initiative française, la nécessité d'uniformiser, etc. Bon. Et puis peu à peu, vous l'avez bien senti, et nous le souhaitions en organisant cette journée, on a largué les amarres et on s'est trouvé dans une situation où à plusieurs reprises, même si vous aviez par exemple des représentants d'une institution qui s'appelle le SNE, malgré tout on sentait bien que des perspectives mondiale se posait, et des questions, quand le mot sociétal, dont on peut discuter de la beauté esthétique, mais quand le mot sociétal a été prononcé à plusieurs reprises, on avait l'impression que là, c'était du lourd et que les frontières nationales explosaient. Donc, quelques mots simplement. D'abord, alors, je ne peux parler que de mon point de vue, qui est celui quand même d'un président de confédération, et évidemment, je n'engage ni le CPE, ce n'est pas le but de l'opération, ni les différentes sociétés que je mentionnais ce matin, la vingtaine de sociétés qui se retrouvent confédérées. J'ai entendu en particulier ce matin, malgré le pessimisme de certaines interventions tout à l'heure, un certain nombre d'informations qui confirmaient que nous avions raison de pousser à la roue, de pousser parfois dans leur retranchement un certain nombre de représentants des pouvoirs publics, puisque nous avons bien vu que par rapport à l'année dernière, plusieurs d'entre vous étaient là l'année dernière, il y a eu ce que j'appellerais quand même un progrès. Un progrès dans l'information, un progrès dans la nécessité d'entendre la voix des auteurs, puisque, au bout du compte, si nous avons fait venir des représentants des libraires, des éditeurs, etc., malgré tout, nous sommes une confédération d'auteurs. Nous défendons, et nous défendions déjà l'année dernière, les intérêts des auteurs. Il me semble que ces intérêts ont été mieux entendus. Et prenez par exemple la question extrêmement technique du double rapport des inspections générales IGAS-IGAT. Bon, c'est vrai que c'est important de savoir que ce rapport a été rendu, qu'il y a des préconisations, qu'il va falloir se situer par rapport à ces préconisations, éventuellement très techniques. C'est toujours mieux que l'incertitude ou l'absence de préconisations qui pouvait prédominer il y a un an, et voire plus loin dans le passé. Nous avons entendu, même si, évidemment, le langage qu'il ou elle pouvait tenir était contraint, mais nous avons entendu ce matin la directrice de l'IRSEC ou l'administratrice provisoire de la GESA. Je pense que c'est important d'entendre, y compris d'entendre le non-dit, d'entendre les réticences. J'ai parlé, en ironisant, de langue de bois et de contreplaqué, oui, mais malgré tout, des paroles ont été avancées, et j'ai le souvenir très précis de quelques informations qui vont au-delà. Prenons par exemple Martin Hajdari ce matin, qui indiquait qu'en tant que directeur général au ministère de la Culture, il était engagé dans des propositions qui allaient suivre leur chemin,
Donc les pessimistes peuvent dire, bah oui, ça va se heurter à Bercy, puis on verra, concernant par exemple la défiscalisation des mesures de soutien au pouvoir d'achat, etc. Clairement, des propositions de mesures sont avancées au sein des administrations publiques parce que nous existons, quoi. Parce qu'il y a une confédération de sociétés d'auteurs. Et je le répète, ça n'empêche pas chaque société d'agir de son côté, mais bon, l'union fait la force. En ce qui concerne la réforme des retraites, j'ai quand même très clairement entendu que avançait sérieusement l'hypothèse de trouver la fameuse équivalence de l'absence de la part patronale à travers une inscription dans le budget de l'État. Je l'ai entendu, ça. Donc, un certain nombre de réformes, dont on peut dire discuter techniquement, sont dans des tuyaux qui n'iront peut-être nulle part. Mais il n'y avait pas de tuyaux, franchement, l'année dernière, sur beaucoup de ces questions. Il n'y avait pas de tuyaux. Bon, on verra. On verra. J'ai un tempérament plutôt sceptique, mais j'entends les petits sons, là, comme ça. J'allais dire ils, ça établit une distance. Ils ont parlé, et puis ils, c'est-à-dire là, tout le monde, ils se sont parlé. Quand on est passé insensiblement à la dimension à la fois responsabilité respective des auteurs et des éditeurs, partage de la valeur, j'ai dit ce matin, l'ironie que suscitait parfois chez moi cette formule, mais sans doute parce qu'elle est répétée à tort et à travers. Mais je comprends bien que voilà, on peut la conserver, nous sommes d'accord. Là, il me semblait qu'on touchait au cœur, bien sûr, du métier. Je suis d'accord avec toutes les voix qui ont dit que dans cette crise, parce que clairement il y a crise, je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin que le CPE est né d'une crise très grave, c'était l'arrêté Monori. Ça paraît très loin maintenant. Le prix unique du livre, qui est chahuté par l'évolution technologique et, je dirais, géopolitique internationale, c'est quand même un môle de résistance du modèle français. Je révoquerai tout à l'heure le modèle français. Non pas sur le ton la France aux Français, et attention aux auteurs étrangers, non, évidemment pas. En revanche, il y a bon, mais je ne pense pas que ça a été pensé. Bon, peut-être qu'on n'a pas compris ce qui se disait, mais en revanche, parce qu'il y a incontestablement, et d'ailleurs on peut peut-être dire que c'est le petit village gaulois, métaphore de bande dessinée, il y a un modèle français de politique culturelle et qui explique une partie de nos impasses, ce que nous disait Géraldine Schwartz sur la comparaison avec l'Allemagne, mais aussi une bonne partie de nos résistances, nos capacités de résistance aux auteurs, et je dirais à ce moment-là à toute la chaîne du livre, hein, bien sûr. Parce que, prenons le prix unique du livre, les libraires français se sont évidemment adossés, et ils ont bien eu raison, au prix unique du livre. Alors, la question de la surproduction, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle. Qu'on en parle ici, et qu'évidemment, on en parle en divers lieux, et qu'au sein du SNE, par exemple, mais ailleurs aussi, au ministère, on puisse en parler. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette situation de surproduction doit être analysée dans son fonctionnement. Est-ce que c'est vraiment le mot qui convient? Est-ce que ça correspond à un signe de déclin d'une certaine forme d'économie du livre, qui s'en sort par une forme... Le mot cavalerie a été prononcé, bien sûr, ce n'est pas de la cavalerie, hein, au sens comptable du terme, mais une sorte de fuite en avant. Et là, on pourrait s'inquiéter, et l'hypothèse pessimiste, c'est qu'évidemment, tout ça est greffé sur une crise du lectorat, par exemple, et d'une part, et une crise du support papier. Alors on va me dire, oui, support numérique. Évidemment, personne d'entre nous, cet après-midi, ce soir à 18h et quelques, ne peut dire que dans quelques années, disons dans 10 ans, le support numérique aura permis de remplacer terme à terme la disparition du support papier. Hein. On ne peut pas exclure l'hypothèse pessimiste, où il y aura effectivement triomphe du numérique, sans que ça reconstitue une économie viable. Hein. C'est une hypothèse, mais je voudrais quand même la rappeler, bien entendu. Après, les solutions miracles, c'est autre chose. J'ai entendu aussi, par plusieurs interventions en fin de matinée et cet après-midi, que, puisqu'il s'agit du sociétal, la culture de la gratuité, ça a été mentionné, la crise de la disposition à payer, c'était Olivia Guillon qui en a parlé, la fongibilité du statut du travail, le rapport à la nouveauté, hein, cette sorte de société qui s'accélère et qui s'individualise, tout ça, à la limite, ça peut être neutre. Je pense qu'on peut franchement en tirer des éléments positifs. On peut aussi dire que tout ça est en train de miner, en tout cas de miner une certaine conception qui est économique évidemment, mais qui est aussi culturelle
du statut du livre, pas simplement, évidemment, en France, peut-être d'abord que ailleurs. En ce qui concerne le fameux 10% minimum que nous avons porté, et je rappelle ce que disait Marie Sellier, le CPE a signé un manifeste, ça s'est appelé un manifeste, au moment de la foire de Francfort de 2017, et je voudrais, puisque Marie l'avait mentionné, mais je voudrais rappeler le texte, qu'elle connaît par cœur. Nous demandions avec les 3 autres sociétés, dont la Verband allemande, mais je ne néglige pas nos amis espagnols ou italiens, mais vous voyez ce que je dis quand je dis Verband allemande, c'est-à-dire que, voilà, il n'y avait pas ces deux Europes. On pourrait dire, oui, il y a une Europe catholique d'un côté, et puis une Europe sérieuse, protestante. Oui, là, le Verband a signé ça aussi. Tous les auteurs, je cite, doivent donc systématiquement recevoir, premièrement, un avaloir pour chaque titre, quel que soit le domaine de publication. Deuxièmement, un pourcentage minimum, bon, vous savez par cœur maintenant, de 10% du prix public hors taxe pour le livre imprimé, mais ce n'est pas tout, troisième ligne, un pourcentage minimum de 20% du prix public hors taxe pour la vente unitaire du livre numérique, et enfin, dernière ligne, un pourcentage minimum de 25% des revenus nets tirés de toute exploitation numérique, entre parenthèses, abonnement, extrait, prêt, etc. Donc, je voudrais le rappeler, parce que c'est presque une histoire ancienne. Ça fait 2 ans que nous sommes, je ne dirais pas arc-boutés, mais en tous les cas, que nous adossons aussi à ça. Et évidemment, j'entends les différentes objections qui ont pu être présentées à partir de points de vue assez différents. Et je répète, d'autres l'ont dit avant moi, donc je me contente de le dire avec elle ou avec eux. Je crois qu'on ne gagne pas à imaginer qu'il y a d'un côté, par exemple, les auteurs, de l'autre côté, les éditeurs. Il y a d'autres formes de médiation possibles, mais ce que j'ai entendu, ce sont des discours qui me faisaient un peu penser, alors je reviens à mon expérience de vieillard, à ce qui a été dit contre le prix unique du livre. Alors, la question du prix unique du livre est différente, en particulier la mobilisation des éditeurs. Vous le savez, on a cité une fois le nom de Jérôme Lindon. Les éditeurs se sont mobilisés, et vous imaginez bien que les libraires se sont mobilisés pour le prix unique du livre. Donc je ne suis pas en train de comparer terme à terme, je suis en train de dire que j'avais entendu à l'époque, j'en ai un souvenir précis, et les moins jeunes, mais pas les plus vieux, présents ici s'en rappellent très bien, qu'on avait utilisé en particulier 2 grands arguments. On allait compromettre l'économie du livre, avec ce prix unique, et deuxièmement, on allait isoler la France au sein de l'Europe. Alors j'ai l'impression que ces 2 perspectives pessimistes, auxquelles certains pouvaient croire sincèrement, d'autres y croyaient parce que ça allait dans le sens de leurs intérêts. J'ai parlé des libraires, tous les libraires n'étaient pas pour le prix unique, la FNAC était contre le prix unique, par exemple, bien sûr. Ça ne s'est pas vérifié. Donc ça donne de l'espoir à partir du moment où on ne se limite pas à ce type de décision, qui est quand même une décision politique. Alors, modèle français, modèle allemand, tout ce que vous voulez, nous restons pour l'instant, ça ne durera peut-être pas sur un siècle, sans doute pas d'ailleurs, à mon avis, mais bon, peu importe, nous restons un pays d'État, d'un pays où les pouvoirs publics continuent à jouer un rôle. Ça s'est entendu ce matin sur des questions comme la compensation de la CSG ou la réforme des retraites. C'était des discussions très françaises, quoi. Je pense que beaucoup d'étrangers devaient être un peu ébahis quand on discute comme ça. Et le fait que ça allait remonter via le verrou de Bercy, etc., ça allait remonter, et le ministère de la Culture, comme avocat, bon, très bien, comme avocat des auteurs. Ça, c'est quand même assez français. Mais ça a marché. It works. Et en particulier, je pense qu'il faut insister sur les pistes présentées par certains, dont Vincent Monadé, pour ne pas le citer, qui rappellent... Alors, Vincent n'était pas là ce matin, mais je me suis permis de souligner en son absence, donc sa modestie proverbiale va en souffrir, que le CNL, pas seul, on pourrait parler du CNC d'ailleurs, justement, ne venait pas de n'importe où. On a cité Jean Zay, le Front populaire, la Résistance, oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais ce sont des institutions qui sont typiques du modèle français de politique culturelle. Et il est quand même intéressant que Vincent Monadé ait en particulier repris la question de cette nécessité d'être incitatif. Je crois qu'il a utilisé le terme d'incitatif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dispositifs, on imagine bien lesquels, des formes d'accords professionnels, ensuite un arrêté d'extension, et puis la réforme de la loi. Je rappelle, puisque ça a été cité, que déjà
dans le Code de propriété intellectuelle, vous connaissez ça par cœur, donc C132 17.6, rémunération juste et équitable. Ça n'a pas fait énormément avancer les choses. On dit oui, en Allemagne, ils ont mis en France aussi, on a mis. Bon. En revanche, ce que j'entends mieux, c'est effectivement quand Vincent Monadé ou d'autres disent, mais après tout, on pourrait continuer ce qu'on a fait, par exemple, pour les festivals qui ne rémunéraient pas les auteurs, parce que ça a quand même bougé, on peut le dire à Géraldine Schwartz sur ce plan-là, c'est-à-dire que les festivals qui ne rémunéraient pas les auteurs ne pouvaient plus être éligibles pour des aides du CNL. Bon. C'est une des manières, après on discute du détail, mais c'est une des manières de faire bouger, sans que nous soyons des soviéto-maoïstes, parce que ça paraît assez peu vraisemblable compte tenu de la conjoncture politique, et que l'État décide, garde à vous, tout le monde a dit 10%, d'autant plus 10%, oui, mais quel avaloir, etc. Je crois que le plus important dans la querelle qu'on a organisée un petit peu autour du 10%, c'est le mot minimum. Hein. C'est évidemment, ça a été dit, le minimum qui est une idée intéressante. Mais pour le reste, croyons à des stratégies incitatives, la piste de la taxation des GAFAN, etc. Voilà, on peut penser qu'à ce moment-là, nous sortirons par le haut. Je terminerai sur ces fameux parallèles un peu rhétoriques sur l'optimisme et le pessimisme. Vous connaissez la phrase attribuée à Jaurès sur pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, mais ça a été dit par d'autres. Honnêtement, à entendre ce qui a été dit par exemple par Olivia Guillon, sur la modification des comportements des lecteurs et des non-lecteurs et même des écrivains, on ne peut pas exclure, il ne faut jamais exclure, moi, en tous les cas, à titre personnel, c'est comme ça que je survis, l'hypothèse la plus pessimiste. On la connaît bien, c'est-à-dire que le livre papier s'efface, soit pas remplacé vraiment par le numérique triomphera, mais que le système, en particulier que l'écosystème, qui n'est pas qu'un système économique, en particulier français, s'effondre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, actuellement, il n'y a pas plus de librairies qu'en France. Ça veut dire que la France résiste et que les États-Unis, ça s'effondre. Quant aux États-Unis, il n'y a pas plus de librairies qu'en France. Donc, qui va gagner? Est-ce que le petit village gaulois? Bon, alors comme je suis un biographe de Goscinny, je pense que le petit village gaulois peut gagner. Mais bien, l'hypothèse pessimiste, on voit bien de quoi elle se nourrit. La culture de la gratuité, qui a été soulignée par Olivier Guillon, c'est une vraie question. La culture de la gratuité. Peut-être aucune personne dans cette salle ne participe, n'est fidèle, n'est adepte de cette culture-là, mais au-delà de cette salle, elle existe très fort. Et toutes les discussions sur Adopi, etc., le parti pirate. Et c'est pour ça que je termine par les éléments d'optimisme, parce que la directive européenne, ça va dans le bon sens, on est bien d'accord. Première version, deuxième version, etc. Donc on voit bien que même à l'échelle européenne, et là on peut dire que c'est plus le village gaulois, ou alors le village gaulois, ça devient l'Europe. Bon. C'est une question d'actualité, mais bon, soutenons peut-être ce village gaulois. Je ne vous dis pas voter pour les partis européistes, puisque de toute façon, c'est dans le passé. Donc vous ne pouvez pas me reprocher ça. Mais clairement, on ne peut pas exclure que ça se termine plutôt bien. Qu'il y ait ce petit grain de paille qui brille au fond de l'étable, mais à partir du moment où le type de rapport de force, sans doute, mais surtout de rapport de parole dont on a eu le témoignage aujourd'hui, est maintenu. Dans les quelques jours, nous allons, nous, CPE, rencontrer de nouveau le SNE, parce qu'on n'arrête pas de rencontrer le SNE, peut-être pas assez souvent, mais enfin quand même, ça se rapproche en ce moment. Et par exemple, sur la question des retraites, nous allons nous retrouver ensemble, dans une délégation, vous imaginez, une délégation CPE-SNE. Bon, il n'y aura sans doute pas que la délégation commune, mais enfin, bon, ce sont des signes de ce que le dialogue n'est pas rompu, et que vraisemblablement, dans certaines circonstances, disons en effet assez dramatiques, on a parlé de précarisation, d'une inquiétude profonde, nous ne renoncions pas à cet optimisme de la volonté. Merci.